Je suis là à l'invitation des camarades de la BIRC, que je salue ici. Et profiter aussi pour saluer les très hauts camarades présidents du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré et tout son gouvernement. Depuis que j'ai foulé les sols de la Révolution, le pays des hommes intègres, j'ai fait l'objet d'une attention particulière et d'une hospitalité exemplaire de la part des camarades, des frères du FASO. Le ministre de la Communication également m'a honoré en m'invitant à la soirée des Galians, à laquelle j'ai participé avec beaucoup de plaisir aux côtés des confrères du Burkina Faso. Et j'ai été aussi l'invité de plusieurs plateaux, dont le vôtre. Et je vous remercie pour cette invitation et saluer les docteurs à mon côté, même si c'est l'esclave de ma mère et de ma grand-mère. Parce que les Mossi ont déjà accepté d'être des Samoa. Finalement, ma mission a été accomplie et donc mes mamans peuvent applaudir pour moi. D'accord. Et votre séjour coïncide avec l'adoption de cette loi sur la liberté religieuse au Burkina Faso. Alors, vous avez suivi un peu l'actualité. Quelle est l'appréciation que vous faites de l'épilogue de cet épisode? Je pense que je dois remercier le gouvernement du Burkina Faso pour sa clairvoyance et son souci de préserver l'ordre public. L'ordre public est du domaine de l'État. La religion est du domaine privé. Puisqu'il n'y a pas que les chrétiens au Burkina, il n'y a pas que les traditionalistes, il n'y a pas non plus que les musulmans dans le pays. Nous sommes condamnés à vivre dans un même pays. Et dans un tel pays, l'État doit faire preuve d'impartialité, d'équité et d'égalité entre tous les citoyens. C'est au nom de ces principes de neutralité de l'État vis-à-vis des religions que nos constitutions ont opté pour la laïcité. La laïcité veut dire fais ta religion comme bon te semble, mais laisse l'autre en paix pratiquer sa religion. Personne ne doit déranger personne dans la pratique de sa religion. Et dans l'exercice aussi de la croyance, les gens sont libres de choisir leur religion comme de ne pas choisir de religion. Donc l'État t'aide à exercer dignement ta religion, mais aucune religion ne doit dire que non, aucune autre forme de croyance ne doit exister. Moi, ma seule conception de la religion doit prévaloir, et si les gens refusent, j'exerce de la violence, je m'autorise à agir même contre l'État pour obliger l'État à changer. C'est ce qui nous conduit vers l'extrémisme violent. Et c'est cet extrémisme violent qui conduit au terrorisme que nous voyons aujourd'hui, qui constitue aujourd'hui une menace principale à la sécurité nationale. Et donc, tout gouvernement responsable doit encadrer ces secteurs. Et il faut que les acteurs, les religieux et les croyants aussi comprennent que c'est d'abord pour leur propre bien. C'est d'abord pour leur propre bien. Mais malheureusement, les discours manipulateurs ont tendance à instrumentaliser la foi des croyants à d'autres fins. Peut-être qu'au cours des échanges, on pourra en parler. D'accord. La communication est nécessaire. J'encourage le gouvernement à persévérer dans ce sens. C'est aussi notre devoir en tant que journaliste de le faire. Dans nos États africains, les premiers journalistes sont les communicateurs traditionnels, les griots, dont la voix porte plus d'ailleurs que les journalistes modernes que nous sommes. Et les leaders religieux aussi doivent participer de cette campagne. Moi, je ne vois pratiquement pas de différence entre cette loi et les principes retenus par le Coran. Parce que moi, je suis musulman. Le Coran dit « Lakum dinukum waliyadin ». À vous, votre religion, à moi, ma religion. Donc, à aucun moment, l'islam n'impose une religion. Et dans plusieurs versets du Coran, Dieu insiste auprès du prophète « C'est pas ton rôle d'obliger les gens à être croyants. C'est pas ton rôle. Ton rôle se limite à la transmission du message. » Et dans la sourate Nous, verset 99, Dieu dit que si lui-même voulait, tous les êtres sur terre auraient cru. Mais que sa volonté est qu'il y ait des croyants
comme des non-croyants, chacun sera rétribué en fonction de ses actes après cette vie-là. Et pour aller un peu plus loin, dans la sourate numéro 5, verset 48 du Coran toujours, Dieu dit qu'il y a trois communautés, trois religions monothéistes qui constituent trois communautés différentes, les musulmans, les chrétiens et les juifs. Et si Dieu voulait, on serait une seule communauté. Mais que sa volonté est qu'il y ait des chrétiens. Leur prophète est Jésus, leur livre c'est l'évangile, qu'il y ait des juifs, leur livre c'est la Torah et leur prophète c'est Moïse, qu'il y ait également les musulmans, leur livre c'est le Coran et leur prophète c'est Mahomet. L'au-delà, chacun de nous sera appelé et jugé par son livre. Et il nous demande de concurrencer dans les bonnes œuvres. Qu'on dise que le musulman ne vole pas, le chrétien ne commet pas d'adultère, le juif ne tue point. Voilà les concurrences dans les bonnes œuvres. C'est ce que le Coran a dit. Les incompréhensions suscitées et même les manifestations sont l'œuvre des gens, des croyants qui ne sont pas forcément méchants, qui ne sont pas forcément contre les autorités, mais ils croient à certaines personnes qui leur ont expliqué le projet tel que ça n'existe pas véritablement dans le contenu. Et Albert Camus le dit, mal nommer les choses, c'est en rajouter au malheur du monde. Ils ont mal nommé le projet et les gens qui s'agitent pensent que l'État est en train de combattre la religion. C'est comme ça qu'ils ont compris la chose. Personne d'entre eux peut-être n'a jamais lu le contenu du projet. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais on leur a dit que c'est contre l'islam. Voilà. Et celui qui tient ces discours, il croit en lui. Ils le suivent. Ça me rappelle le procès de l'assassinat du leader égyptien Sadat. On a demandé à ceux qui ont fait ceci pourquoi ils l'ont fait. Ils disent non, c'est parce que ils voulaient appliquer la laïcité. On leur a posé la question, mais qu'est-ce que la laïcité? Il ne sait pas. On lui a dit c'est contre l'islam. Mais le juge demande qu'est-ce que la laïcité, il ne sait pas. Ils l'ont tué. Et je me rappelle également le procès de l'assassinat d'un écrivain qu'on avait jugé d'être anti-musulman. Donc lors du procès, on demande aux assassins pourquoi vous l'avez tué. Il dit non, parce qu'il a écrit contre Allah. Mais est-ce que vous avez lu le livre? Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce qu'on leur a dit que telle personne a écrit contre Dieu, ils l'ont tué. Voilà la conséquence de manipuler la foi d'un croyant. Et donc, si tel est le cas, il est du devoir de l'État d'expliquer pour qu'ils puissent comprendre. Si on leur explique le contenu pour qu'eux-mêmes voient, ça me rappelle le cas du Mali. L'État avait tenté d'apporter un tel projet sous la présidence de Feu Ibrahim Boubacar Keïta. Les religieux, qu'est-ce qu'ils ont dit aux musulmans? Non, que l'État veut interdire la prière de vendredi. Et là, ça a provoqué un tollé. Les gens ne voulaient même pas plus comprendre. Donc l'État était même menacé et les politiciens voulaient aussi surfer sur cette vague d'émotions suscitées. Et l'État a fini par abandonner le projet. Donc c'est toujours des gens tapis dans l'ombre qui profitent de telle occasion pour mentir aux gens. Et les gens ne peuvent pas comprendre qu'à un tel niveau de respectabilité qu'on peut mentir de cette façon. Donc si tel est le cas, il faut que l'État renforce la communication, que les médias aussi jouent leur partition, ainsi que les religieux. Voltaire le disait, hein, ceux qui peuvent vous faire croire en des absurdités pourront vous faire commettre des atrocités. Merci beaucoup pour cette question. Je pense que c'est pas difficile à comprendre parce qu'aujourd'hui, l'élément décisif dont disposent nos armées sur l'ennemi, ça c'est nos capacités aériennes. Vous savez, pendant tout au long de la présence militaire française, tout a été mis en œuvre pour que nos États ne puissent pas se doter de moyens aériens. Le président Ibeka, paix à son âme, a eu à s'en plaindre plusieurs fois après l'attaque contre la caserne militaire de Nampala. Il a dit qu'une puissance l'empêchait d'armer son outil de défense. À Sikasso, lors d'une visite, il a réitéré la même chose, qu'une puissance l'empêchait d'acheter des équipements aériens et même des armes pour l'armée. Imagine un pays qui vient
soi-disant pour t'aider à rétablir l'intégrité de ton territoire, à lutter contre le terrorisme. Un pays avec qui d'ailleurs, avec lequel vous avez un accord de défense militaire. C'est le même État qui empêche ton armée d'entrer dans une région qui est sanctuarisée au profit des terroristes. Et c'est le même pays aussi qui t'empêche d'équiper ton armée. C'est pour te maintenir dans un état de dépendance et de faiblesse pour que l'ennemi puisse se renforcer et prospérer. Et depuis qu'on a expulsé la France et ses acolytes occidentaux de nos États, avec le nouveau partenariat que nous avons décidé, nos armées sont en pleine restructuration avec l'acquisition des moyens modernes de défense tels que les radars, les drones, les hélicoptères de combat et de surveillance, et des blindés et d'autres armes. Cela est une réalité aujourd'hui au Mali, au Burkina et au Niger. L'ennemi s'acharne vraiment sur les aéroports, c'est uniquement pour détruire ses capacités opérationnelles aériennes, pour rendre nos troupes au sol vulnérable afin de faciliter la déstabilisation de nos États. J'aimerais préciser que en attaquant l'aéroport de Niamey, on ne s'attaque pas seulement aux capacités opérationnelles aériennes, on s'attaque aussi à un symbole. Parce que c'est l'aéroport de Niamey qui abrite une base de la force unifiée de l'AES. Donc une tentative de sabotage et une communication contre l'AES sous forme indirecte. Vous parlez du cas de la maisonnette près de l'aéroport de Niamey, mais à Bamako, ce n'était pas le cas. Ça veut dire que ce n'est pas la maisonnette en soi. On pouvait passer par autre chose. Les gens aussi pensent que ces gens-là, ils viennent créer les choses de manière conjoncturelle. Non, le problème est structurel et non conjoncturel. Ces gens-là ont fait des décennies à s'implanter d'abord avant de commencer la lutte armée. C'était des phases de prêche, des trucs, des campagnes politiques pour parler de Dieu. La société est détruite, la justice est corrompue. Et pour que la société marche et revenons aux valeurs de l'islam, c'est ce qui se disait sans que nous ne comprenions qu'est-ce qu'ils voulaient dire réellement avant qu'ils ne prennent les armes contre nous. Dans ces phases, ces gens-là, ils se sont implantés, ils ont infiltré les tissus économiques du pays. Ils ont infiltré même les services de sécurité. Il ne faut pas croire aussi que souvent ils passent par la corruption ou l'argent pour avoir tout. Non. Ils ont déjà infiltré les institutions, les services de sécurité il y a plus de 20-30 ans pour les cas du Mali. Et partout où ces phénomènes s'installent, ils procèdent d'abord par l'implantation, l'infiltration, la politique de l'entrisme dans toutes les sphères de la société avant de prendre des armes. Et donc ces infiltrations leur servent de relais et de complicité interne. C'est ce qui constitue l'appareil idéologique et politique du terrorisme. L'homme en armes n'est que la partie visible de l'iceberg. La partie la plus importante et la plus dangereuse, ça c'est l'appareil politique et idéologique de l'insurrection. Et ils ne prennent pas des armes, ils sont parmi nous. Parfois ils sont sur le plateau de télévision, parfois ils sont des hommes politiques, parfois ils sont des religieux dans les mosquées, parfois ce sont des éléments des services de sécurité, parfois ce sont des acteurs de la justice qui détruisent l'État de l'intérieur. Il y en a d'autres qui combattent l'État de l'extérieur avec les armes, ceux qui sont dans les brousses, et d'autres combattent l'État de l'intérieur. Ce sont eux qui s'occupent de la logistique, du financement et du blanchiment de leurs capitaux, et ce sont eux aussi qui s'occupent de la communication et du volet politique de la lutte armée. C'est un phénomène. C'est pourquoi on dit que le terrorisme n'est pas un fait, mais un phénomène. C'est complexe, il y a beaucoup d'éléments qui se trouvent là-dedans. Il y a beaucoup de causes et de facteurs qui sont aussi combinés à l'intérieur. Donc il faudra qu'au niveau des états-majors, qu'il y ait une vision globale du problème, une vision globale, holistique du programme afin d'apporter les réponses nécessaires. Et comment travailler justement à ce que cette vision globale soit davantage renforcée et très connue par les populations? Il y en a par exemple qui pensent que en réalité nos pouvoirs publics sont des mécréants parce qu'on est gouverné par des lois qui sont contre l'islam
les principes de la laïcité, les principes de la démocratie, par exemple. Il y a des citoyens qui croient fermement à ça, à travers un processus de radicalisation. Certes, une portion du peuple croit comme ça. Et c'est cette portion ainsi radicalisée qui constitue le vivier de recrutement pour les organisations terroristes. Et cela a mis du temps avant d'être une réalité concrète dans nos États. Malheureusement, nous n'avons pas été beaucoup plus regardants. Il faudra que l'État renforce l'éducation, la justice, et il ne faut pas aussi penser que la sensibilisation aussi pourra mettre fin à cela. Pour ceux qui pour des raisons économiques, s'engagent dans ça, il faut la fermeté. Il faut que les gens comprennent qu'héberger un criminel, c'est être aussi criminel et vous ne bénéficiez pas de traitements différents. Et il faut aussi, pour une réponse à long terme, renforcer l'éducation, parce que c'est là où l'État faillit dans le champ de l'éducation, que d'autres investissent le champ de l'éducation pour inculquer d'autres valeurs et d'autres idées. On est d'accord que l'idée précède toujours l'action. Et si l'État n'est pas présent au niveau de l'appareil idéologique, d'autres acteurs sont venus, ils ont investi ces champs et ils ont inculqué des idées aux citoyens qui éloignent ces citoyens-là de l'État pour les rapprocher vers d'autres faits, et ils observent leur pays comme un pays mécréant, comme un pays qui rame à contre-courant de leur identité et de leurs croyances. Donc c'est ce qui explique tout ça. Donc il faut une réponse globale, combinée, pour résoudre cette question. Une réponse globale combinée pour résoudre cette question. On reste dans cette situation de complicité pour nous rendre au Mali, où 12 personnes ont été sanctionnées pour apologie du terrorisme. Parmi ces personnes, des politiques, des hommes de médias et puis des activistes. Alors, quelle est la lecture que vous faites de cette situation qui explique un peu davantage tout ce qu'on vient de dire par rapport au Niger? Bon, c'est un peu triste de voir à quel point des Africains peuvent se retourner contre leur pays de la sorte. Parce que, bon, peut-être que je n'ai pas assez d'informations, je n'ai pas vu autant d'Américains se retourner contre leur pays, même s'ils ne sont pas pro-Trump. Je n'ai pas vu autant de Français se retourner contre la France parce qu'ils n'aiment pas Macron. Non, ils se disent que c'est quelque chose qui va passer de toute la façon. De toutes les façons, la France est supérieure à leurs intérêts personnels. Ils n'aideraient pas les Allemands à espionner ou à faire une mauvaise campagne de désinformation contre la France ou contre les États-Unis. Donc, il y a un problème d'éducation qu'il faut voir. Donc, pour moi, c'est un signe que nous devons intervenir à plusieurs niveaux. Il faut préparer la prochaine génération d'Africains, notamment pour le cas qu'on dit du Malien, à réfléchir autrement, à mettre le Mali au-dessus de toute considération. Il faut préparer, mais en attendant qu'on en arrive là, il faut que la justice fonctionne normalement. Parce que, comme je le disais à ce groupe d'étudiants hier, il y a crise parce qu'il y a un problème d'accès aux ressources naturelles, aux ressources environnementales. Il y a crise parce qu'il n'y a pas d'emploi. Il y a crise parce qu'à l'échelle internationale, nous sommes mis dans un mécanisme qui ne permet pas de donner du boulot à chacun. Donc, on doit travailler sur beaucoup de leviers, surtout mais en mettant nos forces ensemble, notamment à commencer par l'AES, pour résoudre ces questions. Parce que les jeunes qui acceptent de prendre les armes, parfois ils savent ce qu'ils font, mais ils veulent prendre le risque, peut-être pour un jour, pour 2 jours, pour une opération, parce qu'il faut de l'argent, il faut mettre de la bouffe sur la table. Parce que rappelez-vous chez nous, hein, comme on dit... il ne gagne rien. Hein. Non, il gagne rien. Il vous donne 2-3 millions, il vous demande d'aller vous préparer, vous aurez ça chaque mois. Une fois que vous êtes dedans, vous êtes foutu. Non, c'est foutu. C'est comme si vous rentrez dans les réseaux de trafic de drogue. Alors, pour ceux qui sont allés apprendre cette idéologie radicale, une fois qu'ils reviennent dans leur pays, ils renient même leurs parents qui ne croient pas comme eux. Ils abandonnent leurs amis. Exactement. Ils les voient directement comme des mécréants. Voilà comment ça commence. Et ça existe dans toutes les communautés religieuses. Hein. Dans notre cas, vous avez des gens d'autres bords qui regardent aussi, des gens même qui... Et si les parents s'opposent, on leur fait croire même que leur sang est licite. Exactement. Ils exécutent parce qu'ils vont même citer en référence
que le calife Omar a tué son père pour l'islam. Exactement. Et que le prophète Noé a abandonné sa femme et ses enfants pour l'islam. Donc voilà. si ta famille s'oppose à toi, leur sang devient licite et ils les exécutent sans remords. Sans remords, exactement. Quand tu observes de manière froide la situation, vous allez voir pourquoi d'abord geler leurs avoirs pour 6 mois. On n'a pas dit 6 mois, on dit 6 mois renouvelables. Ça c'est définitif. Il peut être sûr, c'est définitif. En plus de ça, pourquoi la sanction n'est pas aussi beaucoup plus forte que ça? Ils ont des comptes en France, l'État les savait en prenant cette décision. Sauf que tous ceux qui gagnent en Europe, en soutenant les terroristes, ils ne peuvent pas investir là-bas. Ils ne peuvent pas construire des maisons là-bas. Ils ont leurs parents aussi au Mali. Donc forcément, ils envoient de l'argent. L'État est au courant de leurs transactions financières et même l'État est au courant même des réalisations qu'ils ont déjà faites. Et les entreprises, même les écoles, il y en a qui ont construit des maisons. Tout ça, les produits du crime ne doivent pas profiter aux criminels. Et donc l'État va tout simplement saisir, comme ils prétendent lutter et soutenir les terroristes. Et donc on va dessiner ça à d'autres fins. Et pourquoi ne pas faire une déchéance des nationalités? Il y a une explication possible à ça aussi, parce que c'est des gens qui voyagent. Et ils ne restent pas en Europe. Et un jour, ils peuvent se retrouver dans un pays où le Mali peut les atteindre. Mais si ça trouve qu'ils ne sont plus maliens, difficile de demander leur extradition vers le Mali. Et surtout, les rapports entre États peuvent changer à tout moment. Exactement. Et parfois, les négociations peuvent avoir lieu sur certains sujets. Et là, l'État va dire que nous ne pouvons pas croire à votre bonne foi, pendant qu'il y a les soutiens du terrorisme chez vous. Donc, pour faire preuve de bonne foi, il faut les envoyer vers nous. Donc, si ça trouve qu'ils ne sont plus maliens, ça va être difficile pour l'État d'être exigeant sur ces tableaux-là. C'est ma compréhension. Comme avec Damiba. Voilà. Alors, merci pour tous ces éclairages par rapport à ce sujet abordé au cours de cette émission.